à toutes et à tous et bienvenue sur Biprod. Aujourd'hui dans Retropause, on va parler d'une des icônes de mon enfance et même la première fois dans cette émission que je vais parler d'un film Marvel, Spider-Man. Rappelez-vous des faits. Après l'échec de The Amazing Spider-Man 2, Sony Pictures a changé les plans pour le futur de la franchise. Finalement en 2015, il est révélé que le teaser sera intégré au MCU dans le film Captain America Civil War. Et là où Sony garde le contrôle créatif sur la production et la distribution du film, Disney Marvel gagnera son pain sur les produits dérivés. Gardez en tête que même si je vais faire des comparaisons, je mets de côté mon amour pour la trilogie de Sam Raimi et les films de Mark Webb. Bon bah... on y va ? Juste après les événements de Civil War, Peter retourne dans le Queens avec un besoin de prouver son utilité en tant que héros. Et avec l'arrivée d'un ennemi appelé le Vautour, il va tenter de prouver à Tony qu'il a le niveau pour devenir un Avenger. En clair, on sent que le héros avait besoin d'une bouffée d'air frais après 5 films sortis sur 12 ans. Et avec cette fois-ci un acteur beaucoup plus jeune, à savoir 21 ans à la sortie de Homecoming. Andrew Garfield était excellent dans les The Amazing, mais le problème c'est que tu sentais que l'acteur avait passé la barre des 30 ans. Et ensuite, pas vraiment besoin de faire une origin story au personnage, justement parce qu'il était déjà introduit, via Civil War. Le ton fait également un virage à 180 degrés en partant cette fois-ci vers le teen movie. Et bien sûr, fait rare pour le MCU, le méchant, en la personne du Vautour joué par Michael Keaton, est un méchant mémorable, qui est de loin le meilleur point du film. Le personnage est bourré de bonnes idées, comme montrer sa fourrure qui est une référence au costume du comics, et le film a même réécrit le personnage pour en faire un miroir inversé d'Iron Man. Bonne idée quand on sait que dans le film, Tony est le mentor de Peter, et que par la suite, du point de vue symbolique, Tony a clairement pris la place d'Oncle Ben en tant que figure paternelle du personnage, et a ajouté des enjeux au scénario parce que le plot twist du film, c'est qu'il est en fait le père de Liz, la copine de Peter. Il arrivera même à faire un lien entre Peter et le teaser via sa voix, mettant en avant l'intelligence du personnage, et le fait que Peter a beaucoup de mal à garder ce secret. Plus la scène de la voiture avance, plus le visage de Keaton vire au rouge. C'est clairement une des meilleures scènes du film. Et pour finir sur le Vautour, la dernière bonne idée est de le montrer naître au moment de la bataille de New York, pour montrer que le Vautour est né et a évolué en dehors de l'univers de Spider-Man. En bref, le Vautour est un méchant mémorable, éclipsant totalement Shocker au point où il en devient oubliable. Enfin, Shocker dans les comics c'est déjà un méchant secondaire, donc bon... Et il a de bonnes intentions, comme réutiliser les idées du Spider-Man 4 de Sam Raimi annulé, qui avait notamment en grand méchant le Vautour, mais également Mysterio, qui lui apparaîtra dans Far From Home. Et pour ce qui est de Tony, il n'apparaît que 3 scènes dans le film. Celle de la voiture, celle du ferry et la scène au QG des Avengers. Et justement, ces 3 scènes suffisent au personnage, tout en apportant quelque chose à Peter. Une alchimie avec la figure paternelle, un modèle d'autorité, et le passage de flambeau via l'Iron Spider. Et c'est justement via leurs liens et ces scènes que la disparition de Peter dans Infinity War et leur retrouvaille dans Endgame marche aussi bien. Tony devait être là pour faire comprendre à Peter qu'il doit prendre en main ses responsabilités afin d'être digne de porter le costume. Pour rappel, c'était l'évolution morale de Tony dans Iron Man 3, et c'était le slogan de l'affiche du premier film Iron Man. Ce n'est pas l'armure qui fait le héros, mais l'homme qui est à l'intérieur. Rien que dans le titre, Homecoming. Bien sûr, c'est le nom du bal de fin d'année, mais surtout une métaphore sur le retour aux sources. Il essaye une grande partie du film de trouver sa place avec son costume dernier cri, pour finir par comprendre qu'il peut faire de grandes choses avec des éléments simples. Ici son premier costume. Et c'est pareil pour beaucoup de héros. Sans son bouclier, Steve reste un grand stratège et tacticien militaire. Sans ses armes et ses gadgets, Natasha reste une athlète et une maîtresse des arts martiaux. Sans la force brute de Hulk, Bruce reste un brillant génie scientifique. Et sans son armure, Tony reste l'un des cerveaux les plus brillants de la planète. Et le style teen movie reste bien appliqué, comme par exemple montrer Peter galérer au déplacement sans les gratte-ciel avec la scène du parc, et le voir commencer sa carrière de héros en aidant les gens à trouver leur chemin. Une ambiance respectée avec le bal de fin d'année, et les vannes qui, personnellement, en m'ont arraché pas mal de petits rires. Et pour le costume en lui-même, il reste raccord avec Iron Man, et permet de très bons gags. Sinon, le film est bon, mais il va pas plaire à tout le monde. Le film va tellement à fond dans le délire teen movie qu'au-delà des fans de Spider-Man, bah... il vise avant tout les adolescents. Bon alors, ce qu'on espère voir dans un film de super-héros, c'est l'épique. C'est l'utilisation de l'icône, et c'est utilisé dans la bataille finale. Là, le film tombe clairement dans le style sérieux, et pour ce qui est de l'épicness du film, cette scène suffit amplement parce qu'au vu du style principal, l'épique c'est pas ce qu'on va chercher en premier. Bon, après le film n'est pas épargné des défauts. J'ai notamment eu du mal vis-à-vis des scènes de voltige avec le Spider-Man entièrement en 3D. Et aussi la scène du ferry qui, bien que faisant hommage aux comics sur la couleur et proposant quelques bonnes idées, n'arrive clairement pas à la cheville de la scène du métro dans Spider-Man 2. En clair, avoir pris une telle direction en vue des films précédents, c'était assez osé et ça semble marcher, au point où le film fera le 2e meilleur score pour un film Spider-Man, juste derrière Spider-Man 3. Il sera même un succès critique, notamment aux USA. Suite au succès du film, Spider-Man intègre pleinement le MCU, et une suite sort en 2019.
Après les événements d'Avengers Endgame et la mort d'Iron Man, Peter a besoin de souffler un peu et profite d'un voyage scolaire en Europe accompagné de ses camarades dont Flash, Ned et MJ. Mais son envie de repos sera mise à mal avec l'appel à l'aide de Nick Fury et le fait que l'ombre de son mentor plane sur un monde sans héros. On va commencer direct par les points positifs. On reste dans l'esprit teen movie qui a fait le succès d'Homecoming. J'ai honnêtement beaucoup adhéré à cette formule qui après 5 films avait besoin de se renouveler, donc sur ce coup-là, pari tenu. Ensuite, Mysterio, joué par Jake Gyllenhaal, qui comme je le disais plus tôt était prévu pour Spider-Man 4, est très réussi. En clair, au vu du style du personnage, je veux dire, il a un bocal sur la tête, et bah même lui, il est bien intégré et colle au style du film. On reprend la même formule que pour le vautour, première rencontre avec Spider-Man, plot twist, et il est également lié à Iron Man par le fait d'être un ancien employé. Même moi qui connais le personnage, les révélations sur lui m'ont surpris, et sur ce coup-là, chapeau. Pour ce qui est de l'humour, les deux profs de Peter sont également très drôles sans être lourdingues, comme Ned. Juste, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les films Spider-Man avec Tom Holland, mais ils sont bien plus créatifs niveau humour qu'un bon nombre de films du MCU. Non, le film est bien dosé sur les blagues je trouve. Niveau humour, on va au-delà de la catchphrase et de la punchline à la Whedon, qui est quelque chose qu'on voit à mon avis trop souvent dans le MCU depuis les Gardiens de la Galaxie. L'intrigue est simple et efficace, ça part pas dans tous les sens, en clair, c'est bien ficelé. Et pour ce qui est du propos du film, je le trouve assez intéressant par rapport au lieu général, c'est-à-dire l'Europe. Apporter quelque chose de nouveau au personnage, qu'on sentait déjà dans Homecoming, c'est... Comment ferait Spider-Man pour se déplacer sans building? Un Spider-Man loin de ses habitudes, loin de Queens, loin de ses repères, loin de sa tante. En clair, un Spider-Man perdu. Un Spider-Man loin de chez lui. Un Spider-Man far from home. Alors là, je vais m'attaquer à un truc qui a fait assez jaser, c'est que la phase 3 ne se termine plus sur Avengers Endgame, mais sur Spider-Man Far From Home. Mais... j'ai ma petite idée. Dans le premier film Iron Man, le monde entier apprenait que Tony Stark et le héros ne faisaient qu'un. Et dans Spider-Man Far From Home, le monde entier apprend que Peter est Spider-Man. Ou du moins New York, je sais plus. Donc, que les films qui ont commencé et fini la saga de l'infini soient ces deux films, ça reste cohérent avec leurs fins respectives, tout en correspondant au fait que Tony avait choisi Peter pour lui succéder. C'est pour ça qu'avant Far From Home, il faut bien regarder tous les films où Peter est apparu dans le MCU. L'utilisation d'Iron Man dans le film ne se limite pas à un Iron Man n'est plus là, mais va au fait que le monde n'a plus de héros. Le monde n'est plus protégé, il est vulnérable. Rappelez-vous que juste avant, les Avengers ont été dissous entre guillemets. En clair, comme dit dans le film, le monde a besoin d'un nouvel Iron Man. Ce qui est le point central de l'histoire. Peter doit faire face aux espoirs qu'on lui a mis sur les épaules, mettre de côté le bal de fin d'année, faire une croix sur son voyage, faire face à sa naïveté. En clair, tout ce que racontent ces deux films te disent, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le film sera un énorme succès, en partie dû à Avengers Endgame, et rapportera 1,131 milliard dans le monde et devenant le film le plus rentable de la franchise, juste devant les 894 millions de Spider-Man 3. En clair, une suite facilement à la hauteur de son prédécesseur. Enfin, demain sort le troisième opus, Spider-Man No Way Home, donc... que dire? Je n'ai pas eu la chance d'assister à l'avant-première, mais la première bande-annonce m'a assez convaincu. J'ai par contre un peu peur du côté voyage interdimensionnel qui était déjà le thème de Spider-Man New Generation. Non vraiment, regardez-le. Ce qui va sentir le réchauffer. A vrai dire, je ne pense pas qu'il y ait matière à raconter quelque chose de nouveau avec les méchants des anciens films. Mais pourquoi pas? Tant que ça reste cohérent avec le traitement des précédents films, on peut apporter quelque chose de pertinent, ou même profiter des moyens technologiques que Sam Raimi et Mark Webb n'avaient pas à l'époque. Donc en clair, les films Spider-Man version MCU, ils sont pas mauvais, hein. Ils sont juste... différents. L'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là.